ça a été reçu, parce que je ne voudrais pas faire en fait une conférence telle qu'on a l'habitude de le faire, c'est-à-dire carrément une conférence de type on présente et puis les gens posent des questions. J'ai donc séquencé effectivement les chapitres et en fonction de chaque chapitre, je me suis fixé un timing. Donc, je suis actuellement à l'introduction où effectivement le conférencier m'a bien présenté. Je suis effectivement professeur honoraire de médecine interne. Je suis ancien chef de service de médecine interne du CHU du Point G. Mais actuellement, je fais office de consultant indépendant expert formateur. Donc, parce que je suis à la retraite, donc il faut bien que je m'occupe. Voilà un peu, voilà un peu présenté. Donc, comme il a été dit, nous allons parler de de la variole du singe. Donc, les objectifs, c'est que nous allons décrire le virus après cette introduction. On va décrire l'épidémiologie. On va décrire les manifestations cliniques. On va dire les tests diagnostiques qui sont pertinents. On va essayer de différencier cliniquement la variole du singe avec d'autres maladies similaires. J'attendais quelques images sur la varicelle et sur le zona. Malheureusement, je ne les ai pas reçues. Tout ce que j'ai reçu, c'était sur peau blanche, mais je ne voulais pas le présenter ici. On va parler des soins. On va discuter de la stratégie. Ensuite, à la fin de la stratégie, on va conclure. Et à la suite de cette conclusion, on va faire ensemble une synthèse et on va terminer par une évaluation à chaud, dans laquelle vous allez dire les points forts, les points faibles et les points à améliorer. Et dans une semaine, je vous enverrai un questionnaire à froid pour nous permettre de nous améliorer pour les prochaines présentations. Le plan donc se déroulera de la manière suivante. Premièrement, la définition. Deuxièmement, la virologie. Ensuite, l'épidémiologie. Puis le diagnostic clinique et paraclinique. Le diagnostic différentiel. La prise en charge et le traitement. La prévention. Nous ferons la synthèse dans un chapitre qu'on va appeler Going Home. Puis on va conclure. Mais il faut dire que ce plan a été élaboré en fonction des besoins que vous avez envoyés à Cédric. Donc, je suppose que si nous passons par l'ensemble de ces points, nous arriverons à effectivement couvrir vos besoins. Dans tous les cas, la conférence prévue pour 2 heures de temps, je l'ai en fait organisée sur un timing de 45 minutes parce que les questions peuvent être importantes. Mais Cédric m'a rassuré qu'on pouvait aller jusqu'à 1h30, mais j'espère qu'on n'irait pas jusqu'à 2h30, pardon. Donc, c'est quoi la variole du singe? Je pense que la présentatrice l'a bien signalé. C'est une virose, une zoonose qui est une zoonose simienne qui est causée par un virus à ADN qui appartient au genre orthopoxvirus et les manifestations chez l'homme sont comparables à ce que l'on observait chez les sujets atteints de variole, avec la nuance que dans le cas de la variole du singe, les manifestations sont moins visibles. On va avoir des images de variole et des images de variole du singe. C'est moins mortel que la variole, au maximum 10%, et c'est moins contagieux que la variole. Voici donc comment on pourrait définir la variole du singe. Sur mon agenda, après cette définition, vous avez la possibilité de poser 1 ou 2 questions, ou 3. Donc, j'attends les questions parce que je voudrais vraiment que ce soit interactif. Ceci va nous mettre l'eau à la bouche.
Ensuite, parce que le chapitre qui va venir est un chapitre où vous poserez d'abord des questions et ensuite, je ferai une présentation de synthèse. Est-ce que déjà, vous avez des questions sur Merci la beaucoup, définition? professeur. Oui. Est-ce qu'il y a des confrères qui ont des questions par rapport à la définition du professeur? Si oui, vous pouvez lever la main, on vous donne rapidement la parole. Y a-t-il des questions? D'accord. Docteur Hassan, vous avez la parole. Oui, bonjour et merci. Bonjour et merci au professeur de sa brillante présentation pour la définition. Mais moi, j'aimerais savoir, hein, par rapport à la variole de singe et la variole proprement dite. Tout à l'heure, le professeur a rappelé qu'elle est moins mortelle par rapport à la variole proprement dite. Est-ce que cette variole de singe est une maladie qui a été découverte bien avant et que c'est maintenant que ça se manifeste chez l'homme? Puisque moi, personnellement, c'est maintenant que je découvre cette maladie et on me le fait savoir que c'est moins mortel, alors que ça n'a même pas encore fait une année. Comment on arrive à dire cela? Merci. Merci beaucoup, docteur Hassan. Est-ce qu'il y a une autre question? D'accord. Professeur, c'est essentiellement la question. OK. En fait, docteur Hassan, la variole du singe est déjà endémique en Afrique. Elle est déjà endémique en Afrique et la variole du singe existe déjà. Et comme l'a dit, comme il a été dit dans l'introduction, la variole du singe a été découverte il y a bien longtemps. C'était dans les années 50. Puis, quelques temps après, elle a été découverte chez l'homme. La conférencière a dit 1996, mais je pense que c'était un peu avant que ça a été découvert chez l'homme. Donc, la maladie existait déjà. Elle existait en Afrique de manière endémique. Et donc, on savait que cette variole-là était beaucoup moins contagieuse que la variole humaine. Maintenant, ça pose des problèmes parce que c'est apparu en Europe. Et c'est apparu en Asie, pardon, c'est apparu en Europe, c'est apparu au Canada, c'est apparu aux États-Unis. Et avec, à mon avis, c'est un avis personnel, l'avènement du coronavirus, tous les virus émergents qui maintenant apparaissent dans les pays du Nord entraînent une panique. Donc, ça s'est beaucoup médiatisé à ce moment-là, notamment maintenant, et on a comme l'impression que la maladie est apparue maintenant, mais non. La maladie a toujours été endémique en Afrique, mais personne n'a jamais réellement fait autant de tapage médiatique autour. C'est parce que ça apparaît maintenant en Europe qu'on fait beaucoup de tapage autour. Déjà 300 cas au mois de mai, avec tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, il y a de quoi s'inquiéter parce qu'on sait qu'ici, les gens n'ont pas d'immunité. Notamment en Europe, les gens n'ont pas d'immunité. Je crois que c'est à cause de ça. Sinon, la maladie existait déjà. Voilà. Atiane, ça va? Vous êtes satisfait de la réponse? Vous m'entendez? On m'entend? Oui, professeur, nous vous entendons. D'accord. Non, je voulais savoir si Atiane est satisfait de la réponse. Docteur Hassan. Oui, merci, merci professeur. Merci, merci pour... OK. Donc, nous allons continuer avec le plan. Donc, vous voyez que d'autres espèces peuvent attraper la variole. En dehors du singe, il y a eu la variole de l'homme, il y a la variole du singe, mais il y a d'autres varioles. C'est-à-dire que l'orthopox virus peut attraper d'autres espèces. Je vous en ai cité quelques-uns. L'homme, c'est comme on dit, c'est le smallpox, je vous rappelle. Chez le singe, c'est le monkeypox. Mais la variole peut attraper également les volailles. Ça, c'est le Volkspox ou la diphtérie. Ça peut attraper les bovins. Je pense que vous vous souvenez du cowpox. C'est à partir du cowpox que la vaccination contre la variole humaine a été trouvée.
C'est parce que Jenner avait trouvé chez les bœufs, notamment chez les vaches qui attrapaient la variole. Il avait constaté que les femmes qui faisaient la traite des vaches attrapaient la variole de la vache, la variole bovine. Et cela apparaissait sur les mains. Il avait constaté que toutes ces personnes-là qui avaient attrapé la variole bovine et qui guérissaient de la variole bovine n'attrapaient pas la variole humaine. Il a donc décidé de prendre les pustules de la variole bovine et de les injecter aux gens. Ça a été la variolisation et c'est à partir de là que la vaccination a commencé. Et ce n'est qu'un siècle plus tard, avec Pasteur, qu'on s'est rendu compte de tout ce qui était communauté antigénique, etc. Le canari, qui est un oiseau également, peut attraper la variole. La variole peut même attraper les chameaux. Donc, c'est dire que plusieurs espèces animales peuvent attraper le pox, mais apparemment, il n'y a que le monkeypox qui, lui, se transmet à l'homme. Pourquoi? Mystère. Bon, et bien sûr, le cowpox, parce qu'effectivement, c'est à partir de la variole de la vache que la variolisation est née. Voilà donc un peu ce que nous pouvons dire de la définition. Donc, j'ai terminé la définition. Maintenant, on va aller au niveau de la virologie. Vous vous souvenez que je vous avais envoyé un document. J'espère que tout le monde l'a lu. Ce que je vais vous demander, c'est de poser des questions directement à partir du document que je vous ai demandé et en tenant compte, que je vous ai envoyé, pardon, et en tenant compte de vos préoccupations. Nous répondrons aux questions et ensuite, je ferai une présentation de consolidation. Donc, Madame la Présidente, s'il y a des participants qui souhaitent encore avoir des clarifications sur la définition, nous sommes ouverts. Et s'il y a également des questions sur la virologie, en tenant compte du document que nous avons envoyé, nous sommes également ouverts. D'accord, professeur. Donc, chers collègues, si vous avez des questions à propos de la virologie et des questions à propos de la définition, vous pouvez lever la main et poser votre préoccupation. On va essayer de ne pas remercier aujourd'hui pour aller plus vite. Merci. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient poser des questions? Docteur Moussa, vous avez la parole. Docteur Moussa Silla, vous avez la parole. Bonjour. Est-ce que tous les virus, allô, est-ce que toutes les maladies variolées sont dues aussi au même virus? Allô? Allô? Est-ce que toutes les maladies de variole sont dues au même virus? Ah. Alors, Madame la Présidente, je réponds au cas par cas ou on recense toutes les questions? Nous allons recenser toutes les questions et on va répondre en bloc. Merci, professeur. Merci. Docteur Tchek, vous avez la parole. Docteur Tchek. Oui, docteur Tchek. Bonjour tout le monde. Moi, ma question, c'est par rapport au document sur la virologie. Parce que je n'ai pas reçu le document, donc je voulais savoir un peu comment est-ce que les organisateurs ont eu à partager ce document. Merci. OK. Bon, donc Madame la Présidente, étant donné que tout le monde n'a pas reçu le document, on va changer de méthode pédagogique. On va réadapter la méthode pédagogique. Voilà. Donc, je vais faire la présentation. Oui, professeur, j'aurais bien proposé qu'on fasse la présentation et qu'à la fin de la présentation,
Vous voulez qu'on fasse toute la Ils présentation puissent du poser début des à la fin? questions. Comme ça, ils auront peut-être le temps de lire Vous ou avez la question, vous voulez qu'on de présente du s'informer un début peu. à la fin ou vous voulez qu'on présente chapitre par chapitre? Du début à la fin, professeur. Du début à Du la début fin, à puis la fin. ensuite on D'accord, fera les... pas de Parfait. problème. Dans ce cas, on fera du magistral. Je ne voulais pas faire du magistral, mais on fera du magistral alors. Ok, super. Donc, du point de vue de la virologie, déjà pour répondre à la question de Moussa Silla, en fait, tous les virus appartiennent à la même communauté antigénique. Généralement, soit ils appartiennent à la même famille, soit ils appartiennent au même genre. Lorsque vous voyez la classification de Linné, la famille, le genre, l'espèce, vous verrez que les virus qui attrapent les autres sont généralement du même genre. Donc, ils ont une communauté antigénique. Par exemple, le virus de la variole du singe est un virus à ADN double brin. C'est un virus qui appartient au Poxoviridés, à la famille des Cordopoxovirinés et au genre Orthopoxvirus. Donc, ça, c'est le genre. Et on va voir que la variole humaine appartient aussi au genre Orthopoxvirus. Mais l'espèce est différente parce qu'après le genre, il y a l'espèce. Donc, les différentes varioles qui apparaissent chez les différents animaux sont d'espèces différentes, mais appartiennent au même genre parce qu'ils ont la même communauté antigénique. Et justement, parce qu'ils ont la même communauté antigénique, comme il est noté sur la diapo, la variole du singe est transmissible effectivement à l'homme, mais elle est moins grave. Et le smallpox, c'est-à-dire la variole humaine, n'infecte que les humains. Donc, vous voyez qu'il y a des virus qui infectent à la fois l'homme et l'animal, mais il y a des virus qui sont essentiellement à tropisme humain, tels que le smallpox, c'est-à-dire la variole humaine. Et comme la variole humaine était accessible à la vaccination, il a été facile d'éradiquer la variole humaine par la vaccination de masse. Mais ça va être compliqué pour la variole du singe, tout simplement parce que, bon, il y a une communauté antigénique et vous allez voir qu'il y a énormément de brassage entre les différentes espèces animales. Voici donc le virus de la variole du singe. Vous voyez que c'est un virus qui n'est pas capsulé et il y a des petites stipules que l'on ne voit pas très bien. Mais ce qui est important, c'est de savoir que c'est un virus qui n'est pas capsulé et que c'est un virus ADN à deux brins. C'est-à-dire que l'ADN n'a pas besoin de se démultiplier pour intégrer le génome cellulaire afin de perturber la machinerie cellulaire pour fabriquer des virions. La découverte a été faite en 1958, d'après les différentes informations que j'ai reçues. Et comme Madame l'a dit, la présidente l'a dit, ça a été découvert à Copenhague au cours d'une étude sur la variole du singe. Mais dans les documents que j'ai reçus, la première description sur l'homme a été faite en 1970 en RDC. En revanche, en 1996, il y a eu une flambée épidémique. Donc, mais le virus réellement a été découvert en 1970 en République démocratique du Congo et la flambée épidémique dont on parle, je pense que c'est de cela dont parlait Madame la Présidente, a eu lieu en 1996 et 1997. En fait, il existe deux sous-types de virus. Il y a le sous-type de l'Afrique centrale, et c'est celui-là que l'on a découvert pour la première fois dans le bassin du Congo, en RDC, avec un taux de mortalité qui tourne autour de 10%. Je rappelle que la variole humaine est extrêmement mortelle, autour de 80%. Et il y a un sous-type
d'Afrique de l'Ouest, comme l'a dit Madame la Présidente, qui est surtout du côté du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, etc., qui a un taux de mortalité beaucoup moins important. Mais lorsque l'on regarde les deux sous-types, le sous-type de l'Afrique centrale est beaucoup plus contagieux que le sous-type de l'Afrique de l'Ouest. Mais lorsque on analyse au plan génomique les différents sous-types, chaque sous-type peut avoir des mutations. Donc, vous pouvez par exemple avoir le sous-type de l'Afrique de l'Ouest qui va avoir un certain nombre de mutations et ces mutations feront que la maladie apparaîtra de manière légèrement, le virus apparaîtra de manière légèrement différente. Et ça, on l'a constaté notamment en Israël, à Singapour, en Angleterre, en Amérique latine. Un peu comme pour faire l'exemple, par exemple, du virus Omicron, par exemple. On a vu, par exemple, le cas du virus du Covid. On est passé, il y a eu beaucoup de mutations jusqu'à arriver actuellement à la mutation Omicron. Et à l'intérieur de la mutation Omicron, il y a même des sous-mutations jusqu'à arriver aujourd'hui dans les sous-mutations au BA1, BA2, etc. Mais qui sont tous en fait des sous-variantes de l'Omicron. C'est à peu près la même chose pour le virus de la variole du singe, où c'est le même virus, la même espèce, mais à l'intérieur du génome, il y a des petites mutations qui font que le virus est légèrement différent selon qu'il apparaît dans un certain nombre de pays. Et ceci est dû au fait qu'il y a beaucoup de réservoirs de virus. Quand on va arriver au réservoir de virus, on verra qu'il n'y a pas que le singe qui est le réservoir de virus. Alors là, je vous ai présenté les différents sous-types. En haut, vous avez le sous-type de l'Afrique de l'Ouest et en bas, vous avez le sous-type de l'Afrique centrale. Bon, je ne vous demande pas de lire, mais je vous demande tout simplement de regarder les branches. Vous voyez que lorsque vous regardez, par exemple, la branche du sous-type de l'Afrique de l'Ouest, ou si vous voulez le tronc de l'Afrique de l'Ouest, il y a énormément de branches. Certaines sont en haut, certaines sont en bas, etc. Et vous voyez qu'en réalité, le même virus peut, selon les mutations, se multiplier et donner plusieurs formes et plusieurs variantes. Et c'est ça, je pense, qu'il faut comprendre. Le même virus peut donner plusieurs variantes. Aussi bien celui de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest peut donner plusieurs variantes. Mais c'est toujours le même virus du monkeypox, mais avec différentes variantes qui peuvent apparaître dans différents pays. Alors, au plan épidémiologique, il faut comprendre que, comme on l'a dit, par rapport à la répartition géographique, et là, ce n'est pas répétition est pédagogique, on a dit qu'il y a deux régions qui sont endémiques, la région de l'Afrique centrale et la région de l'Afrique de l'Ouest. Mais effectivement, comme l'a été dit par la présidente, il y a eu des cas sporadiques qui sont apparus dans différents pays, mais toutefois, il y a eu une flambée épidémique en 2003 aux États-Unis. Donc, par rapport à la répartition géographique, vous voyez qu'il n'y a pas que l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest qui ont été touchés. Bon, en mai 2022, maintenant, là, récemment, au Nigeria, il y a eu 300 cas. Et on verra pourquoi probablement au Nigeria, parce que le Nigeria est plus ou moins incriminé. En tout cas, le virus actuellement qui est incriminé semble être un virus qui soit venu du Nigeria. Alors, là, c'est surtout la carte que je vous demande de regarder pour voir un peu là où se trouvent les virus, c'est-à-dire la répartition géographique classique des virus. Je vous ai parlé de l'Afrique centrale. Il y a une bonne partie de l'Afrique centrale que vous voyez en chocolat, une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et aux États-Unis ainsi qu'au Royaume-Uni. Bon,
tout ce qui est circulation du virus parmi les primates, etc., nous allons y revenir ultérieurement. Mais là, il faut surtout vous focaliser juste sur la carte pour que vous ayez une idée de où on trouve classiquement les virus avec les cas épidémiques et les cas qui sont sporadiques et les cas sporadiques là qui sont en violet. Alors, comme je vous ai dit, plusieurs espèces animales sont incriminées en tant que réservoir de virus. Beaucoup d'animaux peuvent être infectés par le smallpox. Bien entendu, certains sont infectés par, si vous prenez le cowpox, c'est une espèce à part, mais le smallpox, le monkeypox à lui-même, en tant que virus, peut infecter beaucoup d'animaux. Notamment l'écureuil, le rat, la souris, les primates, le porc, le canard, le chat, le lapin, le cheval, la vache, le chameau et les volailles. Donc, vous voyez que pour la vache, on avait dit qu'il y avait le cowpox. Donc, en fait, tous ces virus-là sont des virus qui peuvent transmettre le smallpox. Tous autant qu'ils sont. Ils ont leur virus à part. Donc, il y a la variole de la vache. Mais le smallpox, le monkeypox à lui-même, en tant que virus, peut infecter la vache. Si vous prenez la vache, par exemple, je vous ai dit, le cowpox, c'est un virus légèrement différent. Mais le virus du monkeypox peut infecter la vache. Du coup, on se pose aujourd'hui beaucoup de questions sur la question même de ce que peut être le monkeypox. Est-ce que c'est utile de dire monkeypox, puisque le même virus peut attraper toutes ces espèces en dehors de l'espèce spécifique de ces virus? Ce qui crée une espèce de variable de brassage génétique, souvent entre les différents virus. Donc, si vous prenez, comme je vous ai dit, la vache, le cowpox est un virus avec une espèce différente, mais le monkeypox peut aussi infecter la vache. Alors, regardez le réservoir de virus. Là, vous voyez les cartes. Vous voyez la carte du monkeypox. Vous voyez que le monkeypox, pratiquement dans tous les, existe et circule partout, mais son émergence n'est pas obligatoire partout. Et la circulation se fait généralement dans les forêts tropicales, on va le voir. Le virus circule, mais n'infecte pas l'homme obligatoirement. Donc là, vous voyez que pratiquement tous les continents sont pratiquement touchés, tous autant qu'ils sont, de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, en passant par l'Afrique, l'Europe, l'Australie. Tous peuvent être touchés, l'Asie, tous peuvent être touchés par le monkeypox, mais le virus circule à l'intérieur des forêts tropicales et l'homme peut être infecté de manière, disons, accidentelle. Quand on verra le mode de transmission, on verra que l'homme est infecté de manière accidentelle. Alors, quel est le mode de transmission? Comme je vous ai dit, le virus circule dans les forêts intertropicales africaines et d'autres. Et la question, c'est comment est-ce que le virus quitte les zones intertropicales pour venir à l'intérieur des villes, tel qu'on le voit par exemple dans la fièvre jaune, où c'est le moustique qui transmet le virus de la zone intertropicale à la ville. Donc, ce taux intermédiaire n'est pas connu. En revanche, ce qu'on sait, c'est que la transmission peut être directe. C'est-à-dire que si vous attrapez un singe à l'intérieur d'une forêt et que ce singe est atteint, ou que vous tuez un écureuil à l'intérieur d'une forêt et que cet écureuil est malade, vous pouvez vous contaminer. Vous pouvez vous contaminer par le sang, par les fluides corporels, l'urine, les selles, par les lésions externes.
s'il y a une plaie par exemple, par les morsures, les griffures, ou si vous mangez une viande qui n'est pas cuite. Donc, ça, on peut comprendre en Afrique centrale que cela peut se faire parce que la consommation d'animaux de brousse est une habitude alimentaire qui peut-être peut favoriser la transmission du monkeypox. Chez l'homme aussi, la transmission est possible. Donc, un homme qui est atteint de monkeypox peut également transmettre la maladie à un autre. Comment? Par la voie orale, c'est-à-dire donc par les embrassades, par la voie cutanée, la transpiration, par la voie oculaire, par la voie génitale ou par l'intermédiaire de gouttelettes respiratoires, c'est-à-dire la toux, les éternuements. Et ça me rappelle deux maladies dont vous vous souvenez, que l'Ebola, par exemple, se transmet à peu près de la même chose. Le Covid se transmet à peu près de la même chose. Et ça se transmet aussi par la literie, les linges, les vêtements, les serviettes, les objets contaminés par le virus. Là aussi, c'est à peu près le même mode de contamination que Ebola. Il y a un mode de transmission materno-fétale, mais les autres modes de transmission ne sont pas connus. Comme je vous ai dit, franchement, on ne sait pas très très bien comment le virus quitte la forêt pour venir chez l'homme, à moins d'attraper un animal et de l'amener en ville. Alors, on revient maintenant à l'émergence. Effectivement, en 2022, plusieurs cas ont été identifiés essentiellement dans la communauté homosexuelle. Et c'était dans plusieurs pays. Et ce monkeypox-là est apparu de manière tout à fait étrange parce qu'aucun de ces homosexuels, aucune personne appartenant à cette communauté homosexuelle, entre autres, parce qu'il n'y a pas que les homosexuels qui ont été atteints, mais la majorité étaient des homosexuels. Donc c'est important, la majorité étaient des homosexuels, mais pas tous, ne sont pas venus en Afrique centrale et ne sont pas venus en Afrique de l'Ouest. Il y a donc un mystère sur l'apparition de la maladie, un mystère entre guillemets, parce qu'on ne sait pas très bien, puisqu'on n'a pas pu connaître le cas zéro pour faire la route de la transmission, le cheminement de la transmission. Et la maladie est apparue au Royaume-Uni, en Espagne, au Portugal, pour ceux qui sont de l'Europe, en Italie, en Suède, en Belgique. Elle est apparue aux États-Unis, en Amérique du Sud, au Canada et en Australie. Donc, au plan épidémiologique, le cas index n'a pas été connu. Du coup, on ne sait pas très bien comment est-ce que le virus s'est propagé. Voilà donc les zones où le virus est apparu. Mais il faut noter que lorsque l'on a fait un séquençage du virus, on s'est rendu compte que la séquence à laquelle appartient le virus, la branche à laquelle appartient le virus, appartient au sous-type de l'Afrique occidentale. Donc, il y a de très fortes chances que le virus soit venu d'Afrique occidentale. Et lorsque l'on a refait et bien analysé les séquences, on a vu que les séquences étaient liées de virus exportés du Nigeria vers le Royaume-Uni et Singapour en 2018. Donc, au plan génomique, on peut comprendre que probablement le virus a quitté le Nigeria, certainement un singe ou quelque chose comme ça, pour venir au Royaume-Uni, puis ensuite au Nigeria, et ensuite à Israël, puis ensuite à Singapour en 2018 et 2019, pour ensuite se retrouver certainement quelque part en Europe. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment un mystère, le mode de transmission de type homosexuel, parce que ça n'avait jamais réellement été décrit auparavant. Mais toujours le séquençage des virus est en cours. Et lorsque l'on aura l'ensemble des séquences, on saura exactement, au plan épidémiologique, la source de l'infection et le mode de transmission.
Donc, les recherches sont effectivement en cours et nous espérons que d'ici quelques temps, puisque la maladie n'est apparue qu'en mai, il faut espérer que d'ici quelques mois, on saura exactement qu'est-ce qui s'est passé avec le cas index et quel est l'itinéraire du virus jusqu'en Europe et dans les autres continents. Là, je vous montre le schéma, effectivement, du virus. En noir encerclé de rouge, vous voyez que c'est le virus actuel, c'est le virus émergent. La branche que je vous présente, c'est la branche de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous voyez que c'est un nouveau virus qui est parti de l'Afrique de l'Ouest et qui est probablement une sous-branche de celles qui sont apparues du côté de Singapour et, comme j'ai dit, du Royaume-Uni. Mais dans tous les cas, il s'agit bien d'une sous-branche de l'Afrique de l'Ouest qui a entraîné l'émergence. Au plan clinique, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que l'évolution de la maladie se fait en 3 phases. La première phase, c'est une phase asymptomatique. La deuxième phase, c'est une phase clinique. Et la troisième phase, qui est une phase possible, c'est une phase de complication. Donc, première phase qui est asymptomatique, il n'y a pas de manifestation clinique, ça dure entre 7 et 21 jours, c'est-à-dire entre 1 et 3 semaines. Je suis désolé pour la faute, les jours ont été écrits 2 fois. Il y a une phase clinique qui dure 10 jours. À la fin de la phase clinique, soit le malade, il est guéri spontanément ou avec un traitement, soit il va évoluer vers des complications. Alors, la phase asymptomatique, il n'y a rien. Le virus se développe dans le sang. Excusez-moi, cette job. Il faut oublier cette diapo-là. Cette diapo-là est une erreur. J'ai oublié de l'éliminer. Donc, en fait, la maladie évolue en 2 phases au lieu de 3 phases. Hein. Donc, ça, c'est... Cette diapo, il faut mettre une croix dessus. Alors, la phase asymptomatique se manifeste comment? Il y a d'abord la pénétration dans le virus, par le virus dans l'organisme, par une voie quelconque qui peut être l'oropharynx, le nasopharynx ou la voie intradermique. Le virus se réplique sur le site d'inoculation, se dissémine au plan lymphatique et entraîne après une septicémie virémique qui va atteindre beaucoup d'organes avec une prédilection au niveau de la peau. Et c'est ça qui va expliquer l'apparition des pustules. Puis il y a une phase clinique, la phase de début, qui se manifeste comme un pseudo-palu ou comme une pseudo-grippe. Ce sont pratiquement les mêmes signes que le palu et la grippe. Donc là, le principal diagnostic différentiel, c'est vraiment le syndrome grippal et le syndrome paludéen, avec une fièvre, des céphalées, des douleurs dorsales, une démyalgie, une asthénie intense et des adénopathies. Et enfin, il y a la phase éruptive où le malade va présenter des maculopapules, je vais vous présenter les images, qui apparaissent essentiellement au niveau du visage, de la paume des mains, de la plante des pieds, du visage, j'avais dit déjà, et du corps. Et cela apparaît presque simultanément. Voici donc les images au niveau du corps, à gauche, au niveau du dos de la main, au niveau des paumes de la main et au niveau du visage. Donc, regardez bien les lésions. Ce sont des lésions qui sont plutôt éparpillées, qui ressemblent un peu à une pyodermite. Vraiment, le véritable diagnostic différentiel, à mon avis, c'est la pyodermite. Donc, regardez bien les lésions et regardez les lésions de la variole. Donc, vous voyez que c'est vraiment très différent. La lésion ici de la variole du singe est éparpillée, donc avec des pustules, et la variole humaine
et les images sont vraiment très, 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 très regroupées. Les pustules sont très regroupées. Il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vraiment différent entre la variole du singe et la variole humaine. Les configurations sont vraiment les images sont vraiment très différentes. Alors, il y a une phase de croûte. Donc, tout cela évolue normalement sous la forme de croûte. Je n'ai malheureusement pas d'image de croûte. Et ces croûtes vont apparaître au bout de 10 jours, spontanément, sans traitement. Et ça passe d'abord par des vésicules remplies de liquide ou de pus, telles que vous voyez par exemple à gauche sur l'image. Vous avez des vésicules qui sont remplies soit de liquide, soit de pus. Ou alors, l'évolution va se faire vers la complication. Ces complications peuvent être localisées ou généralisées. Parmi les complications localisées, vous avez la surinfection, vous avez des cicatrices, mais c'est rare, alors que la variole humaine donne vraiment des cicatrices. Quand vous voyez le visage des personnes atteintes de variole humaine, aujourd'hui, c'est très visible. Vous pouvez avoir des hyperpigmentations ou des hypopigmentations. Malheureusement, il arrive que le malade va faire des pneumonies virales, ça c'est assez rare, des déshydratations, des septicémies, des encéphalites, voire même le décès. Ça c'est vraiment très, 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 très exceptionnel. Les pneumonies, la déshydratation est possible si les lésions sont extrêmement importantes du fait des lésions. La septicémie aussi peut apparaître, mais les encéphalites et les décès sont vraiment très, très, très exceptionnels. Au plan paraclinique, vous avez la possibilité de faire 3 choses. Soit vous faites un diagnostic clinique, parce que le diagnostic est d'abord clinique. La majorité des dermatos font le diagnostic cliniquement. Ou alors, on fait une recherche d'antigènes sérologiques par l'ELISA, ou alors on fait la PCR, ou une culture cellulaire dans les laboratoires de recherche. Bon, mais c'est l'ELISA vraiment, je pense, qui est le plus courant dans les laboratoires de diagnostic. Et la PCR aussi, maintenant, de plus en plus, depuis le Covid, on le fait dans les laboratoires de diagnostic. Mais la culture cellulaire se fait essentiellement dans les laboratoires de recherche. Alors, j'ai divisé le diagnostic différentiel en 2 parties. Les lésions qui donnent des pustules, notamment les pyodermites, la varicelle, la gale et le zona, et des lésions, des maladies qui vous donnent des érythèmes, c'est-à-dire des petits points rouges, que sont la rougeole, l'allergie médicamenteuse et la syphilis. Malheureusement, je n'ai pas d'image pour vous, mais on pourrait effectivement en discuter si vous voulez. Alors, comment se fait la prise en charge? Il faut être précis pour dire qu'actuellement, il n'y a pas de traitement curatif. Ce d'autant que la maladie guérit spontanément. Il n'y a pas de traitement curatif. Même s'il y a des essais cliniques qui sont en cours sur les antiviraux et sur les immunoglobulines. Mais aujourd'hui, il faut considérer le message pédagogique que vous devez passer à vos collègues, c'est qu'il n'y a pas de traitement curatif du monkeypox. Mais vous pouvez faire un traitement symptomatique. Si le malade a la fièvre, vous donnez du paracétamol. S'il a des lésions oculaires, vous donnez des collyres, etc. Bon, les soins locaux, si c'est possible, vous le faites, notamment avec des antiseptiques locaux, mais il n'y a réellement pas de traitement curatif, ce d'autant que le malade guérit spontanément, normalement, au bout de 10 jours. Par contre, il faut surtout insister sur la riposte et la prévention.
Lorsque l'on regarde les stratégies de prévention, elles se font autour de 3 aspects. Prévenir l'extension de la variole du singe, réduire la transmission interhumaine et lutter contre la transmission en milieu de soins. Donc, ce sont les 3 stratégies, sous-stratégies essentielles de la prévention. Faire en sorte que la variole du singe ne se dissémine pas dans le pays, réduire l'infection et le risque de transmission entre les hommes, notamment et à l'homme, et faire en sorte que le personnel de santé ne soit pas infecté. Et pour la riposte, qui est essentiellement au plan politique, faire en sorte que les politiques de santé prennent en compte la manière de lutter contre la variole du singe. On va prendre donc ces différentes stratégies une à une. Ma diapo ne marche pas. Pourquoi? Ma diapo est bloquée. Ah, voilà. Donc, pour ce qui est de la prévention de la variole, pour que les animaux ne contaminent pas, il faut contrôler le commerce et le transport des mammifères et des singes. Bon, ça c'est ce qui est dit théoriquement. Mais je pense que dans nos pays, il faut contrôler aussi les marchés de vente de singes, parce qu'on sait qu'il y a la consommation de la viande de brousse, et si on ne contrôle pas bien le marché de la vente des singes, il va arriver un moment où les gens vont s'approvisionner au marché pour manger des singes et donc se contaminer. Pour ce qui est de la transmission du risque à l'homme, du risque de contamination de l'homme, j'ose dire, ceci est basé essentiellement sur la communication sur le changement de comportement. Certains diront l'IEC. Et c'est basé sur la sensibilisation. Et là, il faut sensibiliser la population en leur indiquant les mesures à prendre pour réduire l'exposition au virus, donc en leur donnant des messages clés, leur permettant de ne pas être contaminés par le virus, éviter le contact entre les hommes et l'animal, ne pas manger de la viande non cuite, éviter de se faire griffer ou de se faire mordre par des animaux, éviter de toucher à la fiente des animaux qui sont effectivement contaminés ou à l'urine des animaux qui sont contaminés, etc. Il faut éviter le contact physique, comme j'ai dit, avec les personnes infectées, parce que là, le contact est aussi possible. Porter des gants lorsque l'on soigne les malades. Bon, là, ça rentre dans la prévention interhumaine, mais là aussi, c'est en rapport avec la contamination avec le personnel de santé. Se laver régulièrement les mains après s'être occupé de personnes malades ou les avoir rendu visite. Donc, vous voyez que tous ces aspects-là sont des aspects qui sont en rapport avec des messages à faire passer dans la communauté pour éviter que les hommes ne se contaminent entre eux. Il faut également éviter d'échanger tout ce qui est habits, literie, serviettes, éviter de se serrer la main et bien laver les ustensiles. Donc, vous voyez que certains de ces aspects-là me rappellent la prévention contre Ebola et la prévention contre la COVID-19. C'est à peu près, à mon avis, les mêmes choses. Pas exactement pareil, mais c'est à peu près, à mon avis, les mêmes choses. Alors, pour éviter la transmission toujours de l'animal à l'homme, il faut bien cuire la viande des animaux.
Et porter des gants, et ça c'est pour ceux qui manipulent les animaux, notamment les bouchers, etc. Il faut porter des gants protecteurs de manière à ne pas se faire infecter, notamment pendant les opérations d'abattage. Alors, en milieu de soins, lorsque une personne est contaminée, il faut que les personnes soient, j'allais dire, confinées. Il faut faire le confinement. Dès qu'une personne est en contact avec un patient qui est atteint de variole du singe, il faut le confiner pendant 21 jours. Parce que l'incubation est de 21 jours maximum. Et bien sûr, il faut prendre les mesures classiques. Le personnel doit porter des gants, se laver des mains, etc. Et envisager la vaccination si on travaille au laboratoire. Ça, c'est donc un peu les stratégies globales de vaccination pour réduire la transmission de l'animal à l'homme et pour réduire la transmission de l'homme à l'homme, y compris le personnel de santé. Pour ce qui est de la riposte, il faut introduire dans le système de surveillance des maladies et de la riposte, qui s'appelle la SMIR, la variole du singe. C'est-à-dire qu'il y a dans chaque pays un système de surveillance intégré des maladies et de la riposte. Et ce système de surveillance intégré de la maladie et de la riposte décrit ce que c'est un cas communautaire, c'est-à-dire qu'on va expliquer à la population, si vous voyez tel signe, pensez à la variole du singe, qui va décrire des cas suspects et qui va décrire des cas avérés, de manière à ce que le personnel de santé et la communauté puissent reconnaître la maladie afin que des dispositions soient prises pour qu'on puisse rapidement circonscrire l'épidémie. Je ne sais pas si ceci a été fait dans les différents pays, mais ce qui est certain, c'est qu'il faut le faire parce qu'actuellement, même si la maladie est endémique, il est important de le faire. Il faut également que les pays déclarent la variole du singe comme étant une maladie à déclaration obligatoire, tout comme on le fait avec la rage, tout comme on le fait avec Ebola, tout comme on le fait avec le tétanos. Chaque fois qu'il y a un cas de variole du singe, que cela soit déclaré au niveau le plus élevé afin que des dispositions soient prises. Alors, du point de vue de la vaccination, je me suis contenté de prendre les recommandations de la Haute Autorité de Santé de France, de Santé publique de France. Et cette autorité de santé publique de France propose le vaccin de 3e génération. C'est un vaccin qui existe, mais ce vaccin ne doit être administré qu'en post-exposition. C'est-à-dire qu'en réalité, ce vaccin, il ne le préconise pas en prévention. Il le préconise lorsque une personne a eu un contact avec un sujet atteint de variole du singe. Donc, c'est ce qu'il recommande. C'est des recommandations qui datent de mai 2022. Elles sont extrêmement récentes. Et ce sont ces recommandations-là que je vais vous présenter. Je me suis juste contenté de les présenter telles quelles. C'est la raison pour laquelle c'est entre guillemets. Selon l'autorité, la Haute Autorité de Santé publique de France, la vaccination doit se faire dans les 4 jours qui suivent le contact ou au maximum 14 jours qui suivent le contact. Donc, quand une personne a eu un contact avec le virus ou a eu un contact avec une personne contaminée, 4 jours à 14 jours après ce contact, il faut faire la vaccination. Les vaccinations doivent être espacées de 28 jours, donc à peu près 1 mois, pour les personnes adultes qui ont un risque élevé de variole, incluant bien sûr les professionnels de santé, et exposés sans mesure de protection individuelle. Donc, par exemple,
un infirmier qui va examiner un malade atteint de variole du singe et après, on découvre que c'est la variole du singe. Dans les 4 à 14 jours qui suivent ce contact, s'il n'est pas vacciné, s'il n'a pas été, il doit faire la vaccination. Mais la vaccination ne doit pas se faire avant qu'il ait un contact. Il faut d'abord qu'il ait un contact. Si la personne a déjà été vaccinée contre la variole humaine, à ce moment-là, il faut faire une seule dose. Pourquoi? Parce qu'il y a une communauté antigénique. Donc, ceux-là qui ont déjà été vaccinés contre la variole, une seule dose. Mais si la personne est immunodéprimée, 3 doses. Immunodéprimé voulant dire atteint de VIH, immunodéprimé voulant dire patient présentant un cancer, immunodéprimé voulant dire patient présentant une leucémie, immunodéprimé voulant dire patient prenant des médicaments j'allais dire, qui font baisser l'immunité. Donc, immunosuppresseurs, c'est le terme exact. Toutes ces personnes-là doivent avoir 3 doses si elles ont déjà été vaccinées contre la rougeole. Mais si les personnes n'ont pas été vaccinées contre la rougeole, au cas où elles n'ont pas été vaccinées, donc, si les personnes n'ont pas été vaccinées, il faut faire carrément les 3 doses directement. Là, je n'ai pas mis cette diapo. Donc, voilà le protocole. Si les personnes ont été vaccinées contre la variole, une dose. Si la personne est immunodéprimée et vaccinée contre la variole, 3 doses. Si la personne n'est pas vaccinée contre la variole, 3 doses. Et si l'enfant a moins de 18 ans, au cas par cas. Donc, c'est au médecin de décider comment il va faire au cas par cas. Et le cas spécifique des jeunes enfants, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il n'y a aucune recommandation dessus. Donc, je résume. Personne vaccinée contre la variole immunocompétente, une dose. Personne vaccinée contre la variole immunodéprimée, 3 doses. Personne non vaccinée contre la variole, 3 doses, qu'elle soit immunocompétente ou immunodéprimée. Personne ayant moins de 18 ans, au cas par cas, selon les spécialistes. Nourrissons et enfants, on ne sait pas, parce qu'il n'y a aucune recommandation pour les enfants, pour la vaccination de 3e génération, pour les nourrissons et pour les jeunes enfants. Je reprends. Personnes immunocompétentes vaccinées contre la variole, une dose. Personnes immunodéprimées vaccinées contre la variole, 3 doses. Personnes non vaccinées contre la variole, qu'elles soient immunocompétentes ou immunodéprimées, 3 doses. Enfants de moins de 18 ans, au cas par cas. Nourrissons, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas de recommandation. Voilà donc ce que je voulais dire sur la variole du singe. Ce qu'en tout cas j'ai pu glaner sur la variole du singe. Il y a quelques petits couacs sur les diapos que je vais corriger et que je vais vous renvoyer. Et en tenant compte également des questions que vous allez poser, je vais revoir le texte et le corriger parce que ça pourrait apporter quelque chose, on s'améliore. Avant d'arriver à going to whom, c'est-à-dire faire la synthèse de tout ce que nous avons dit, synthèse qui sera faite par vous
plutôt que par moi. Je vais vous demander de poser les questions que vous avez à poser et ensuite nous ferons une synthèse et ensuite nous allons conclure. Puis nous ferons une évaluation.